Alors, le colérique, quelles sont les forces du colérique? Ça, c'est Othello, le colérique. Énergie, enthousiasme, force de décision, confiance en soi, conscience de ses talents. Il est rationnel et pragmatique. C'est un entrepreneur né. Tu vois, je le répète bien, hein, c'est un entrepreneur né, ce n'est pas un leader né, c'est un entrepreneur né. Personne ne naît leader. Il initie de nombreux projets. C'est un manager né. Il fait avancer les choses rapidement. Il aime le pouvoir. Il s'accomplit dans la compétition. Voilà ce qu'est un colérique. Voilà les aspects positifs, si tu veux, du tempérament colérique. Donc tu vois, c'est l'action. Pour cette personne, c'est l'action, les choses, les objectifs. Alors, d'un certain côté, et de l'autre côté de la balance, de l'autre côté de la médaille, il y a les faiblesses. Alors, il est enclin à l'orgueil. Ça, c'est important, je dis enclin, ça ne veut pas dire qu'il est orgueilleux. Ça veut dire qu'il est enclin à l'orgueil. Il est enclin à la colère. Il est enclin à la haine. Tous les grands dictateurs qu'on connaît, ils sont tous des colériques. La haine, la colère et l'orgueil est très fort chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de caractère. Donc ils se sont laissés complètement manipuler par leur tempérament, plus par, bien sûr, l'aspect diabolique de leur existence. Mais ils sont enclins à l'orgueil, à la colère et à la haine. Ce sont trois passions qui sont typiques chez le colérique et qu'il doit apprendre à contrôler par la maîtrise de soi. Il ne prend pas le temps de délibérer avant de décider. Bon, tout ce que je vais vous dire là, ce sont des tensions. Là, je ne suis pas en train de définir moralement la personne, je suis en train de vous dire quelles sont les tensions de colérique, par exemple, qui n'a aucun caractère. Là, un colérique qui n'a aucun caractère, il est comme ça. Hein? Il est enclin à l'activisme aveugle. Il est enclin à la confrontation et à la dictature. Il ne reconnaît pas facilement ses erreurs. Il a du mal à accepter que ses talents sont des dons et non pas le fruit de son activité personnelle. Ça, c'est typique du colérique sans caractère, c'est de penser que lui, c'est un type génial, il a beaucoup d'énergie et que tous les autres, c'est de la misère. C'est typique du colérique. Il voit son énergie, il prend conscience de son énergie biologique et il regarde les autres autour, il dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas d'orientation. Dans la direction des personnes, il a du mal à respecter les sentiments des autres, à les faire grandir, à les responsabiliser et à les servir. C'est les choses. Le colérique, c'est l'action, les choses, les objectifs. Et donc, tu vois, la faiblesse du colérique, ça va être ça, l'attitude vis-à-vis des autres. L'attitude vis-à-vis des autres. Alors, on va analyser le colérique, là. On va voir avec le colérique, pour ceux d'entre vous qui sont colériques ici, on va réfléchir et on va penser qu'est-ce qu'on doit faire. Le colérique, donc c'est l'action, hein, l'action qui le définit biologiquement. Sa réactivité aux stimuli extérieurs est momentanée, énergique et stable. Donc on va voir pour chaque vertu les difficultés et les atouts. Le colérique, du point de vue de la prudence, on s'en rend bien compte, c'est la délibération qui va être difficile pour lui. La délibération lui coûte et il n'aime pas demander conseil. C'est typique du colérique qui n'a pas de caractère, c'est de ne jamais demander conseil à personne. Il pense qu'il n'a pas besoin de conseil parce qu'il sait tout. Donc biologiquement, il est porté vers l'absence de délibération. Il est poussé immédiatement à la décision. Othello. Il est sûr de lui-même et il est vraiment enclin à la décision. Donc parmi vous, ceux qui ont un tempérament colérique, fondamentalement colérique, d'une manière prédominante colérique, doivent penser « Ben moi, il faut que je fasse un effort au niveau de la délibération toute ma vie. » Pourquoi toute ta vie? Parce que ton tempérament, il ne va jamais disparaître, puisqu'il est biologique. Il est biologique. Ça veut dire que ta première réaction va toujours être celle-là, agir. Jusqu'au jour de ta mort. Tu vois, jusqu'au jour de ta mort, ta première réaction va être agir.
Il y en a marre d'attendre. Tu vas toujours être comme ça. Toujours. Voilà. Même si tu développes la vertu. Même si tu développes la maîtrise de soi, tu vas être comme ça. Il ne faut pas que tu te surprennes d'être comme ça. Il faut que tu saches que ça sera toujours ta première réaction. Et que donc, il va falloir toute ta vie que tu penses, que tu as une tension vers l'absence de délibération. Et que tu peux aller un petit peu vite dans tes décisions. Et qu'il serait bon que tu demandes un petit peu conseil aux gens autour de toi, même si tu as l'impression que tu n'en as pas besoin de ce conseil. Tu vois, tu n'en as pas besoin. Parce qu'en réalité, tu en as besoin. Mais de ton point de vue biologique, tu n'en as pas besoin. Mais tu en as besoin. Donc ceux d'entre nous ici qui ont un tempérament colérique, voilà une direction pour pratiquer la prudence. Parce que ce matin, je vous ai expliqué le contenu des vertus. Mais la pratique de la vertu suppose la connaissance du tempérament. C'est ça le gros problème. Les gens veulent pratiquer les vertus, alors on leur dit ce qu'il faut faire, etc. Mais on ne fait pas attention à quel type de personne est en face de moi. Et donc on ne peut pas les conseiller sérieusement sur comment pratiquer cette vertu concrète, si on ne sait pas quel est leur tempérament. Parce que pour le colérique, il est clair que le problème, ce n'est pas la décision. Il est clair que pour lui, le problème, ça va être la délibération. Le colérique n'éprouve pas de difficulté à prendre des décisions, il éprouve des difficultés à prendre les bonnes décisions. Une grande différence. Dans le processus de délibération, le colérique doit pratiquer la maîtrise de soi. Il doit modérer son impatience naturelle. Et l'humilité, il doit apprendre à demander conseil de façon habituelle. Une plus grande attention à la délibération ne doit pas toutefois faire obstacle à sa capacité naturelle de décision. Le but de la prudence n'est pas la délibération, mais la décision. Ne pas délibérer est une mauvaise chose, mais ne pas prendre de décision est une chose pire encore. C'est un acte fondamentalement imprudent. Donc tu vois, quand tu veux aider un colérique, il faut que tu lui expliques qu'il est bon de délibérer. Mais il ne faut pas que tu anéantisses en lui sa force, qui est la capacité de décision. Tu vois, parce que lui, au moins, il a un avantage, le colérique, c'est qu'il prend des décisions. Donc si tu le frustres à tel point que lui ne prend plus de décision, ben, tu as perdu la bataille. Tu l'as transformé en pire que ce qu'il était auparavant. Tu vois là le danger. Il faut bien équilibrer les choses. Il faut savoir qu'il faut lui dire, toi tu es colérique, donc tu n'as pas de problème pour prendre des décisions, et c'est génial. Tu es incroyable comme type. Tu prends des décisions facilement. Il faut l'encourager pour lui montrer qu'il y a une force là. Il faut lui dire, toi, il y a seulement un petit problème là, tout petit, c'est pas gros, mais c'est un petit truc, mais qui a des conséquences. C'est que tu ne délibères pas assez. Voilà. Donc, si tu veux, on peut parler un peu plus avant que tu prennes la décision. C'est tout, non, mais quelques secondes seulement. Pas obligé d'entrer dans les détails. Il ne faut pas qu'il prenne peur, le colérique, de ses forces. Au contraire, il faut qu'il corrige ce petit défaut qu'il a. Alors, au niveau du courage, le colérique, il a vraiment un avantage impressionnant, c'est que, comme il est endurant, il est persévérant, du côté de l'endurance, il n'a pas beaucoup de problèmes. Le colérique, il commence et en principe, il termine. Il va jusqu'au bout, il achève les choses, il termine. Il obtient son résultat matériel, donc il va de l'avant. Et au niveau de l'audace aussi, il y a une force biologique incroyable qui fait qu'il est naturellement sûr de lui. C'est pour ça qu'il est audacieux. C'est pour ça qu'il est facile pour lui d'être audacieux. Mais je vous répète, il est important que le colérique apprenne à comprendre, écoute, ce que je fais maintenant, c'est le fruit de l'audace ou c'est le fruit de mon énergie biologique? Et s'il sent que c'est le fruit de l'énergie biologique, il faut qu'il se dise, bon, il faut que je travaille quand même sur moi-même. C'est-à-dire que les jours durs, il faut que je sois aussi audacieux. Voilà. Les jours où j'ai mal dormi, les jours où j'ai un cancer, les jours où je ne sais pas quoi, il faut que je sois aussi audacieux. Parce que sinon, ce n'est pas de l'audace, mon truc. Ce n'est pas de la moralité, ce n'est pas du caractère, c'est de la pure biologie. Et ce n'est pas terrible. Vous voyez? Donc, le colérique n'éprouve pas de difficulté particulière à pratiquer le courage.
si préalablement il a choisi le chemin de la vérité et du bien. Je répète, il faut choisir le chemin de la vérité et du bien. Pourquoi? Et je l'explique là. Le courage n'est pas l'expression de n'importe quel type de volonté. Seule la volonté bonne et juste est susceptible de servir de base au courage. Le colérique doit s'assurer que ses buts et ses moyens sont justes, qu'ils ne contradisent pas la dignité de la personne humaine. Un terroriste peut être tenace, obstiné et plein d'énergie, mais il ne peut pas être courageux. Le courage est une vertu, une force qui porte en elle le bien et qui est orientée vers le bien. Je pense que maintenant vous avez les choses claires à l'esprit. Tu ne peux plus appeler courageux un acte d'énergie, un acte de ténacité, sous prétexte qu'il y a un sacrifice derrière. Non. Le courageux, c'est celui qui fait un sacrifice pour le bien. Celui qui fait un sacrifice pour le mal n'est pas courageux. C'est un fou, c'est un terroriste, c'est un vicieux. D'ailleurs, sacrifice, ça compte faire un acte sacré. Voilà. Tu vois, même les mots nous montrent à quel point le sacrifice d'un terroriste n'est pas un sacrifice, mais un acte de folie. Alors on avance, la maîtrise de soi. Alors la maîtrise de soi, c'est la mortification des passions basses et c'est la stimulation des passions nobles. Alors le colérique, je vous ai dit, il est prompt à l'orgueil, à la colère et à la haine. Donc voilà trois types de passions que le colérique va devoir contrôler. La maîtrise de soi chez le colérique, elle est fondamentalement orientée sur la mortification de ces trois passions. L'orgueil, la colère et la haine. Par contre, les passions nobles, il les remplit d'énergie très rapidement parce qu'il y a une énergie biologique qui les multiplie, qui les développe, et il est rempli d'énergie et d'enthousiasme. Et donc, de ce point de vue-là, il pourra facilement pratiquer la maîtrise de soi, qui consiste à énergiser, à stimuler les passions nobles. Donc, le colérique peut facilement stimuler ses passions nobles, mais il doit mortifier ses passions basses, telles que l'orgueil, la colère et la haine. Pour le colérique, la maîtrise de soi consiste fondamentalement à pratiquer l'humilité et la douceur. L'humilité, d'abord. Il doit comprendre que sa force physiologique n'est pas le résultat de son effort personnel, mais un don. Oui, tu vois, le colérique, il pense que toute cette force biologique qu'il ressent, cette énergie biologique qu'il ressent à l'intérieur de lui-même, il pense que c'est le résultat de son activité personnelle. Alors que c'est un don pur et dur. Il est né comme ça. La douceur. Eh bien, il doit apprendre à contrôler sa langue et à ne pas interpréter l'opinion d'autrui, celle qui est contraire à la sienne, comme une déclaration de guerre. Les colériques qui n'ont pas de caractère, à chaque fois que tu n'es pas d'accord avec eux, eh bien, ils te prennent pour un ennemi à abattre. Le colérique, il n'aime pas la contradiction. Il n'aime pas du tout la contradiction. Pour lui, tout est une déclaration de guerre. Si tu n'es pas d'accord avec lui à 100%, déclaration de guerre. Et pour ça, il faut qu'il apprenne à la fois l'humilité et la douceur. Il ne faut pas qu'il interprète l'opinion d'autrui. Une opinion, ce n'est pas une déclaration de guerre. C'est une opinion de quelqu'un d'autre. Ça lui coûte, c'est difficile pour lui. Au niveau de la justice, quels sont les aspects faciles à pratiquer pour le colérique et les aspects difficiles? Alors la communication, c'est un problème pour lui, parce qu'il a tendance à être conflictuel et dictatorial. C'est pas bon ça au niveau de la communication. Il a tendance à mépriser ceux qui sont moins énergiques que lui. Alors le colérique, il méprise. Il méprise. Il méprise facilement ceux qui ont moins d'énergie. Pour eux, les flegmatiques, les mélancoliques, c'est des extraterrestres. Tu vois, c'est pas des gens de notre civilisation. Donc, au niveau de la communication, il y a un effort à faire pour pratiquer l'humilité, pour comprendre bien les gens. Alors, au niveau du bien commun,
il y a une force incroyable parce que tu vois, il peut développer facilement, il peut facilement participer au développement du bien commun par son travail, sa vie de famille et sa vie sociale. Pourquoi? Parce que c'est un acteur, c'est un doueur, c'est un homme d'action ou une femme d'action. Et donc, il peut avoir des super projets au niveau professionnel, des projets incroyables au niveau familial, au niveau de la société. Il aime l'action, il aime faire les choses, il aime construire, c'est un bâtisseur. Et donc ça c'est bon, c'est facile pour lui donc de construire le bien commun. Donc c'est surtout la communication qui va être le problème pour lui. Voilà en détail ce que je dis. Parce que le colérique est orienté vers l'action, il peut facilement participer au développement du bien commun. Une condition toutefois, il faut qu'il sache ce qu'est le bien commun et qu'il soit décidé à y contribuer. Ça c'est encore ce que je veux dire pour du courage. Ce n'est pas suffisant d'avoir l'énergie pour agir, il faut encore savoir ce que tu fais doit être bien, doit être dans la vérité et doit être beau. Sinon, ce n'est pas de la vertu, c'est autre chose. La communication, par contre, est un véritable défi pour le colérique. Il a tendance à être conflictuel et dictatorial, à mépriser ceux qui sont moins énergiques que lui. Il a besoin d'humilité pour écouter les personnes et les comprendre, pour ne pas les humilier, ne pas fouler aux pieds leurs sentiments, ne pas violer leur dignité et leur liberté au nom d'une cause sacrée ou d'un objectif qu'il faut atteindre à tout prix. Ça, c'est le colérique, c'est typique, cette idée du manager. On va vers le résultat et donc on ne fait pas suffisamment attention aux personnes qui sont engagées dans la recherche de ces résultats. Il y a une cause sacrée. Et donc la cause sacrée, c'est les résultats. Et pour un homme d'affaires, la cause sacrée, c'est les objectifs financiers. C'est une cause sacrée. Et donc, au nom des objectifs financiers, on va sacrifier les hommes. Voilà, ça c'est la mort du leadership, bien sûr. Et là, je pense que un slogan important pour les colériques à ce niveau-là, c'est les personnes sont plus importantes que les choses. C'est très important que le colérique ait cette phrase écrite là, et dans son cœur et dans sa tête, partout dans son corps, qui se rappelle constamment. Les personnes sont plus importantes que les choses. Le colérique doit constamment se rappeler ça. Parce qu'il a beaucoup de mal à s'en convaincre. Il faut qu'il se rappelle les personnes, les personnes, les personnes. Il n'y a pas que des choses, il y a aussi des gens. Les gens, les gens. Les gens, c'est une valeur. Les gens, c'est une valeur. Il faut qu'il se rappelle les choses, il faut des phrases constantes. Au niveau de la magnanimité, la difficulté, c'est la contemplation, puisqu'il est enclin à l'activisme aveugle, puisqu'il est porté sur l'action. Donc le problème de la contemplation chez le colérique est un problème réel. Par contre, la magnanimité, dans sa dimension d'action, ce n'est pas un problème. Il a tendance à être sûr de lui-même. Et du côté de la contemplation, il y a un aspect positif quand même, qui est qu'il est conscient de ses talents. Donc tu vois, c'est une donnée contemplative. Le colérique, il a une intuition de ses talents. Il a l'intuition de ses talents. Il sent son énergie, il sent sa capacité d'action. Et c'est aussi une partie de cette contemplation qui est nécessaire à la magnanimité. Donc le seul problème réel pour la magnanimité, qui est la vertu numéro 1 des leaders, c'est la substance que tu vas donner à l'action. Les colériques sont très portés sur l'action et très souvent, parmi eux, il y a des gens très superficiels, dans le sens où ils font des choses uniquement pour... J'ai connu des colériques sans caractère qui vraiment font énormément de choses, mais le but de leur action est très simple. C'est d'oublier qu'ils existent. C'est terrible. Oublier qu'ils existent. Et ils font des choses pour oublier qu'ils existent. C'est pour oublier en fait le vide de leur vie intérieure. Ils n'ont rien à l'intérieur. Et donc l'action, c'est une manière d'oublier. Tu n'as pas le temps de réfléchir, tu agis. Donc tu fais plein de choses pour oublier qu'en toi, il n'y a rien, tu étais le vide. Et tu as beaucoup de gens qui sont portés vraiment sur l'action à cause de ce vide intérieur. C'est la seule manière pour eux de survivre, c'est de ne pas réfléchir, de ne pas penser au fait que leur vie est d'une pauvreté incroyable. Tu vois, et cette pauvreté, ils n'ont pas envie de la regarder dans les yeux. Et la meilleure manière de ne pas la regarder dans les yeux, c'est de faire des choses. Faire plein de choses, constamment. Travailler 15 heures par jour, oublier tout le reste, obtenir des résultats, des chiffres, des numéros. Malheureusement, c'est une réalité chez bien des colériques, ça.
Tu vois, la fuite en avant, comme on dit en français. La fuite en avant. C'est une fuite, hein. C'est pas une bonne chose, la fuite en avant. Ok, donc ça c'est un problème. Tu vois, le colérique est né pour l'action. C'est un manager né. Il a tendance à se fixer des objectifs élevés et à les atteindre. Mais il a aussi tendance à l'activisme aveugle. Le colérique doit renforcer le côté contemplatif de sa personnalité. Son action doit devenir le prolongement de son être, la conséquence de la contemplation de sa dignité propre. On a parlé ce matin un peu de Jeanne d'Arc, notre héroïne nationale. Jeanne d'Arc, c'est un être d'une contemplation extraordinaire. Et en même temps, c'est un être d'une action incroyable. Mais l'action chez Jeanne d'Arc, c'est la prolongation de sa contemplation. C'est ça, le colérique, il doit comprendre ça. Ton action ne doit pas être l'action pour l'action. Ton action doit être la prolongation d'une vie intérieure, de la contemplation, de ta dignité propre. Et alors pour l'humilité, là, il y a un problème chez le colérique. C'est qu'au niveau de la connaissance de soi, voilà le problème qui se pose. Au niveau de la connaissance de soi, il a tendance à l'orgueil, il a du mal à reconnaître ses erreurs. Les colériques ont beaucoup de mal à reconnaître leurs erreurs, ça c'est clair. Il ne reconnaît pas facilement que ses talents sont des dons. Très souvent, il pense que c'est le résultat, je dis, de leur travail personnel, de son effort personnel, de son activité. Par contre, au niveau de la connaissance de soi, il a conscience de ses talents. Et ça, c'est une bonne chose. Mais au niveau du service, le problème est qu'il a tendance à être conflictuel, dictatorial, à mépriser ceux qui ont peu d'énergie. Dans la direction des hommes, il lui coûte de pratiquer la responsabilisation, la délégation de pouvoir en particulier, et de respecter les sentiments des autres. Alors tu vois, la délégation de pouvoir, c'est un acte d'éducation. Comment tu pratiques le service dans le leadership? Tu pratiques le service en faisant grandir les gens. Comment tu fais grandir les gens? Ben, tu fais grandir les gens en leur donnant le sens de leur propre liberté, de leur propre responsabilité. Comment tu donnes aux gens le sens de leur propre liberté, de leur propre responsabilité? Ben, fondamentalement, en déléguant du pouvoir. Ce que les Anglais appellent empowerment. Empowerment, il n'y a pas de mot français pour ça. Donner du pouvoir. C'est que le leadership, plus que de l'exercice du pouvoir, consiste à donner aux autres la capacité d'exercer le pouvoir, de s'auto-accomplir, de s'auto-réaliser. Tu vois, il ne s'agit pas de toi d'exercer le pouvoir. Il s'agit de donner aux autres la capacité de se réaliser eux-mêmes. C'est le mot anglais empowerment. En français, on peut dire aussi l'inclusion, inclure les gens dans le processus de décision. Responsabilisation, on dit. On m'a dit qu'en français, on dit responsabilisation, qui veut dire aider les personnes elles-mêmes à prendre des décisions libres et responsables et à les mettre en pratique. Donc, quand tu délègues, tu fais plein de choses. Je parle un peu de la délégation ici, c'est le moment d'en parler dans l'humilité, parce que le colérique, lui, comme c'est une personne d'action, il n'aime pas tellement déléguer. Pourquoi? Parce qu'il aime l'action, donc il dit « moi je peux le faire ». Pourquoi est-ce que je déléguerais si je peux faire ça? C'est bête, c'est aussi bête que ça. Le flegmatique lui dit « ah oui, bien sûr ». Mais le colérique, lui, le colérique, je peux le faire. Il aime faire les choses. Donc il a une tendance à ne pas déléguer parce qu'il aime prendre sur lui-même. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la délégation dans le leadership, c'est pas parce que tu n'as pas le temps de tout faire. Si tu poses une question un jour à quelqu'un, un manager, tu lui dis « pourquoi est-ce que tu délègues ?» Et qu'il dit « parce que j'ai pas le temps de tout faire ». Tu peux être sûr que tu as en face de toi un manager qui n'est pas du tout un leader. Parce que la délégation de pouvoir, c'est pas parce qu'on n'a pas le temps, c'est pour éduquer. Un leader te dira je délègue, c'est une question de principe pour moi. Je suis là pour éduquer les gens. Si je ne délègue pas le pouvoir, comment est-ce que je vais leur donner le sens de l'expérience de la liberté et de la responsabilité et faire d'eux des êtres créatifs?
Impossible. Donc la délégation de pouvoir chez un leader, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et ce n'est pas une question de temps. Ce n'est pas une question d'avoir le temps pour tout ou pas le temps. C'est une question de principe qui est un acte d'humilité. Je le sers. Je délègue parce que je sers. Je délègue du pouvoir à ce gamin, à cette fillette, à mon employé, à mon écolier. Pourquoi? Parce que je suis là pour le servir. Et que je pense qu'il a la maturité nécessaire maintenant pour exercer le pouvoir. Pour qu'il se rende compte de ce qu'est le pouvoir, qu'il se rende compte de sa liberté, de sa responsabilité, de sa capacité de créer et de prendre des risques et de se tromper. Voilà pourquoi je délègue. Ça, dans le leadership, c'est quelque chose de basique, et c'est un acte d'humilité, de service. C'est comme ça que tu sers fondamentalement les personnes, c'est lorsque tu leur donnes le pouvoir d'exercer un certain nombre de choses pour qu'ils apprennent ce qu'est la responsabilité, ce qu'est la liberté, ce qu'est la créativité. Voilà. Alors tu vois, le colérique, il panique. Je peux le faire, pourquoi est-ce que je délèguerais? Et donc il faut qu'il apprenne à responsabiliser les gens. Le colérique a conscience de son talent. La conscience de son talent est un aspect important de l'humilité, qui est la vertu de ceux qui vivent dans la vérité. Mais le colérique a du mal à pratiquer les autres aspects de l'humilité, en particulier l'humilité fraternelle, qui est l'habitude de servir l'autre. Il pousse plus facilement qu'il ne tire. Il commande plus facilement qu'il n'inspire. Il contrôle plus facilement qu'il n'enseigne. Il exerce le pouvoir plus facilement qu'il ne donne à ceux qu'il dirige la capacité de se responsabiliser et de s'accomplir. Il n'aime pas déléguer parce qu'il est convaincu qu'il fait les choses mieux et plus vite que les autres et parce qu'il jouit de sa propre activité. Le colérique est un bon manager, mais s'il n'apprend pas à servir, s'il ne développe pas l'humilité fraternelle, il sera un très mauvais leader. Voilà pour le colérique. Le colérique a surtout besoin d'humilité. Voilà notre Jeanne. Jeanne d'Arc était une colérique humble, tout en accomplissant sa tâche avec détermination, chassait les Anglais du territoire français, et était la servante de son peuple. Elle suscita la grandeur chez ses soldats, transforma le cœur de plusieurs millions de ses concitoyens, provoqua le renouveau spirituel de toute une nation. Jeanne d'Arc fut un manager efficace, elle chassa les Anglais de France, mais elle fut surtout un leader, une éducatrice et une inspiratrice de premier ordre. Ça c'est important parce que les gens parlent beaucoup de Jeanne d'Arc, mais ils l'ont complètement dénaturalisé. Ils l'ont complètement abusé, le portrait de Jeanne d'Arc. C'est une éducatrice, Jeanne d'Arc, pour ça que tous les Anglais, d'ailleurs, c'est intéressant que je lis l'histoire de Jeanne d'Arc. Tu vois aussi bien Chesterton que Lewis, tous ces grands écrivains anglais ont eu une admiration profonde pour elle. Ils l'ont comprise beaucoup mieux que les Français. C'est intéressant. Les Canadiens, Leonard Cohen a une chanson superbe sur Jeanne d'Arc. Canadien juif d'origine lituanienne. Ce que je veux dire, c'est pas un Français, le gars. Et puis, Chesterton, c'est une phrase extraordinaire. Winston Churchill, dans son livre The Birth of Britain, c'est son plus gros pavé. Dans son pavé, il y a une page entière sur Jeanne d'Arc impressionnante pour un Anglais. Donc c'est intéressant de voir comment il est perçu quand même chez d'autres personnes. Elle est perçue de manière beaucoup plus réaliste que chez nous en France. Chez nous, en France, elle est trop politisée. On l'aperçoit mal comme elle est. Mais Jeanne, c'est vraiment un modèle extraordinaire de leadership. Bon, en plus, ça choque un peu par son âge, par une jeune femme, son âge, 19 ans, mais en même temps, tout ce qui est propre au leader est propre à Jeanne d'Arc. C'est intéressant et ça vaut la peine de lire beaucoup sur elle, parce qu'elle l'a pratiquée d'une manière, à mon avis, exceptionnelle. C'est une colérique, Jeanne, mais c'est une colérique humble. Donc on peut être humble et colérique. C'est pas un problème.